Le 30 septembre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré renversait son frère d'armes, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, parvenu au pouvoir après un coup de force contre le président Roch-Marc Christian Kaboré le 24 janvier 2022. Deux coups d'État en une année. Après une année de gestion de la transition, que retenir du bilan du capitaine président? Analyse et commentaires au cours de ce débat avec nos invités. À ma gauche, je vous présente Abdoulaye Dianda. Il est membre du Camarade, le cadre d'action des mouvements et associations révolutionnaires pour un accès au développement endogène. Bonsoir. Bonsoir, madame. Je dis également bonsoir à Évariste Meda, acteur de la société civile. Bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir à Issaka Ouedraogo, qui est le président du CISAG, le Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement, aussi porte-parole de la coalition Convergence Patriotique CCP. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous, madame. Bonsoir à vous, chers téléspectateurs. Merci donc à nos invités qui ont bien voulu répondre présents à notre invitation. Le bilan du MPSR 2, le président de la transition l'a lui-même dressé le 29 septembre lors d'un entretien télévisé. Plantons le décor avec le résumé de ce grand oral, un élément signé Raïm Tapsoba. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est prêté aux questions des journalistes pour faire le bilan de sa première année à la tête du pays des hommes intègres. Mais actualité oblige. Les journalistes ont voulu en savoir sur la tentative de coup d'État déjouée le 26 septembre 2023. Nous avons une lutte à mener contre l'impérialisme. Et l'impérialisme, ce n'est pas uniquement ceux qui sont à l'extérieur, c'est surtout les valeurs locaux sur place. Je dirais toute personne qui voudrait, c'est-à-dire se mettre en travers de la marche de ce peuple-là. Il n'y aura pas de sentiment. Ça, c'est terminé. Nous avons assez sensibilisé, nous avons assez parlé aux gens. Et voilà. C'est pas comme si on ne les connaît pas. Nous les connaissons. Certains sont venus ici, nous les avons dit. On vous flatte. L'impérialisme n'a pas d'amis. Quant à son serment de lutter contre le terrorisme, le président a réaffirmé sa détermination à venir à bout de cette menace. Dans cette même veine, il assure qu'il n'y a pas de problème de cohésion au sein de l'armée burkinabé. Le premier jour, nous avons dit que nous avons été révoltés par des faits, ce qui a conduit donc à entreprendre ces actions. Le peuple a bien voulu, depuis ce jour, nous confier donc la destinée de cette nation, chose que nous assumons pleinement. Certes, ce n'était pas l'objectif, comme vous l'avez signifié, mais la mission est sacrée, on nous l'a confiée et nous avons juré de mener à bien cette mission. Au cours de cet entretien, il était également du déploiement d'un contingent militaire burkinabé au Niger. Pour le président, cette mesure se justifie comme une mesure de prévention visant à anticiper sur la lutte contre le terrorisme, mais également de secourir un pays frère. Si on avait soutenu le Mali depuis les années 2012, si on avait soutenu le Niger, vous croyez que le terrorisme serait arrivé là? Je ne pense pas. On est resté bras croisés, ça n'arrive qu'aux autres. D'ailleurs, c'est ce que beaucoup d'États autour font aussi. Je crois que ça ne va pas les arriver. Non, on fait des erreurs. D'abord, donc, sur ce point seulement, la meilleure manière donc, de se défendre, c'est d'aller un peu au-delà. C'est d'ailleurs l'argument que certains États occidentaux avancent, qu'ils viennent ici pour combattre le terrorisme, pour que ça n'arrive pas chez eux. Et l'autre chose, c'est quoi? C'est un peuple frère qu'on veut agresser. Il n'y a pas de raison que nous restent les bras croisés. Quant à la suspension des activités des partis politiques, le président explique que cette décision est motivée par la situation sécuritaire, soulignant que cette mesure sera levée dès que les conditions seront réunies. Quant à la question de la tenue des élections en juillet 2024, comme le prévoit la charte, le chef de l'État a laissé entendre que le pari tient toujours. Voici là un résumé de ce grand entretien effectué avec des journalistes de médias nationaux le 29 septembre 2023. On analyse donc l'an 1 du MPSR 2 sur ce plateau de Burkina Info avec nos invités. La toute première question, elle vous est adressée, Abdoulaye Dianda. On parle sécurité, c'est la reine de toutes les priorités au Burkina Faso. Alors sur le plan de la lutte contre le terrorisme,
Est-ce que vous voyez le verre à moitié plein ou totalement vide? Merci encore. Je voudrais, avant toute appréciation, déjà remercier Burkina Info pour cette opportunité qui nous est offerte. Je voudrais également rendre un hommage appuyé à l'ensemble des forces combattantes républicaines ou loyalistes, les FDS, les VDP, et toutes ces personnes civiles qui apportent leurs bénédictions, leurs apports de diverses natures pour que nous puissions donc ramener la paix et la sécurité dans notre pays. Ceci étant, pour nous, au niveau du camarade, c'est clair que le verre est à moitié plein, c'est évident, parce que tout simplement, s'il y a même à dénombrer, il est clair qu'au niveau de la sécurité, au niveau des initiatives rentrant dans le cadre de la restauration et de la sauvegarde du territoire national, les initiatives sécuritaires ont été les plus nombreuses et personnellement, je dirais les plus impactantes. Et donc pour nous, le verre est à moitié plein. Tout naturellement, j'espère qu'on pourrait y revenir dessus. On pourrait les citer à profusion, parce qu'elles sont assez nombreuses, ne serait-ce que sur le plan, parce que nous ne maîtrisons pas tous les paramètres, mais ne serait-ce que sur le plan de l'équipement, sur le plan de la réorganisation, sur le plan logistique, sur le plan de la prise en charge de toutes les forces combattantes. Le renforcement des effectifs. Bien sûr, il y a quand même moins de plaintes par rapport à un passé assez récent, ne serait-ce que sur le point de prise en charge, ne serait-ce que sur le plan de l'équipement militaire. Personnellement, je me rappelle toujours que ce soit des bérets rouges ou surtout au niveau de la police, où on a revendiqué un certain nombre d'armements. Je crois que tous ces débats sont derrière nous et nous avons tous suivi. C'est vrai, le président l'a dit, mais personnellement, j'ai été quand même témoin, parce que chez moi, au Pastoré, j'ai des VDP, où je les ai vus à l'œuvre avec un certain nombre d'équipements. C'est quand même la preuve qu'il y a des efforts importants qui ont été faits. Maintenant, l'autre moitié qui est vide, c'est clair que nous ne sommes pas encore au bout de nos objectifs en termes de sécurisation du territoire. Et ça, il faut avoir le courage de le dire. Pas simplement le dire, mais analyser ensemble pour voir un peu qu'est-ce qu'il faut faire pour que la dynamique qui a été enclenchée puisse se poursuivre afin que dans un futur très très proche, nous puissions dire enfin le Burkina a retrouvé sa paix et sa quiétude d'antan. Alors Évariste Meda, lutte contre le terrorisme au Burkina sous le capitaine Ibrahim Traoré. Est-ce que, selon vous, le voyant, il est au rouge, au vert ou à l'orange? Alors, c'est une question qui rejoint un peu celle qui a été posée à M. Dianda, à savoir si le verre est plein ou à moitié vide. Voilà. Disons à moitié plein ou à moitié vide. Alors, moi, je dirais que, de toute évidence, le verre n'est ni plein, ni vide. En tout cas, il y a quelque chose dans le verre. Voilà, maintenant, c'est question d'appréciation à moitié vide, à moitié plein. Voilà, c'est des débats d'école. Si on rentre dedans, on ne va pas s'en sortir ici. Mais de toute évidence, le verre, il n'est pas vide. Mais il n'est pas non plus plein. Et voilà, il n'est pas non plus plein. En tout cas, il y a quelque chose dans le verre. Peut-être un quart. Voilà, et donc, maintenant, il faut plutôt tabler un peu sur ce qui est déjà dans le verre, qu'on peut considérer comme déjà des acquis. Parce que des actions, comme Dianda le disait, il y a des actions effectivement qui ont été posées. Il y a des forces en présence, dont voilà, la réorganisation de l'armée, c'est des éléments qu'il faut considérer comme des atouts de force. Il y a un peu, disons, une forte détermination des populations à se battre et à rester, n'est-ce pas, dans la dignité dans leur terroir. Donc cette détermination, n'est-ce pas, se manifeste à travers l'adhésion, l'engagement auprès des VDP, c'est également des forces qu'il faut reconnaître, les différents équipements. Toutefois,
malgré ces éléments indéniables, les résultats se laissent toujours désirer. Voilà, ça aussi, on ne peut pas l'occulter. En tout cas, il y a des actions... Il y a toujours des attaques terroristes des attaques terroristes, voilà, avec des pertes en vie humaine. C'est ça. Si on se réfère aux différents indicateurs, c'est vrai que voilà, on nous a fait savoir que récemment, il y a eu un grand nombre de PDI qui ont rejoint les localités. Bon, jusque-là, je n'ai pas connaissance de quelle localité, mais on ne discute pas sur la véracité de cette information. Toutefois, d'autres indicateurs également, d'autres chiffres, c'est quand nous produisons les statistiques, montrent également que le nombre de PDI et des personnes non migrants, c'est des éléments qui amènent à la conclusion que certes, des actions sont faites, il y a de la volonté, il y a de l'engagement, mais le chemin est encore long, d'autant plus même lorsque le président lui-même arrivait au pouvoir, il s'était fixé un échéancier de 6 à 8 mois pour résoudre la question. Donc, si on considère, aujourd'hui, nous sommes en train de faire une évaluation, si on doit l'évaluer par rapport à l'objectif que lui-même il a fixé, alors on peut dire que nous ne sommes pas encore atteint l'objectif, et donc il y a, et maintenant, ça c'est indéniable, l'objectif n'est pas atteint. Maintenant, en tant qu'évaluateur, on peut analyser les circonstances, les éléments qui n'ont pas favorisé l'atteinte des objectifs. On peut les comprendre, on peut dégager les perspectives et voir comment on peut l'atteindre. Mais de manière atteint, quand bien même des actions ont été entreprises ça et là, et des actions qu'on peut saluer. Alors on va revenir justement sur ces blocages à l'atteinte à l'objectif. La parole elle est à Isaka Ouedraogo. De votre point de vue sur le plan de la lutte contre le terrorisme, comment est-ce que vous appréciez le bilan du MPSR 2? Écoutez, je crois que à ce niveau, moi au moins j'ai eu la chance de faire le terrain, d'aller sur le terrain, m'enquérir bien sûr de ce qui se passe sur le terrain. Je dirais que les choses, en tout cas il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. En ce sens que l'engagement, tant au niveau des forces de défense et de sécurité et des VDP, est sans faille. Les gens sont déterminés à en finir justement avec cette crise sécuritaire et qui endeuille nos populations depuis quelques années. Mais avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, je voudrais dire à mon frère Évariste, par rapport à l'objectif justement dont il a parlé, l'objectif qui avait été fixé par le chef de l'État pendant sa prise de pouvoir, effectivement moi-même j'en ai parlé une fois sur un plateau. Et quand le chef de l'État avait dit en son temps et que ils feront en 8 mois, en 3 mois, c'est que le MPSR 1 n'a pas fait en 8 mois. Je crois que moi, je comprends ça, et justement, c'est pourquoi je vous dis, le terrain m'a donné beaucoup de leçons. J'ai beaucoup appris. J'ai critiqué justement cette déclaration parce que j'ai dit que c'était une déclaration, en fait, qui ne devrait pas être faite à l'époque par le chef de l'État parce que ça pouvait les rattraper facilement. C'est vrai, aujourd'hui, le débat se pose. Voilà que M. Évariste en parle. Mais je pense que le chef de l'État avait oublié quelque chose lorsqu'il faisait cette déclaration. Il avait oublié justement les complicités internes qui sont en fait à la base aujourd'hui de la majeure partie de nos problèmes. Parce que c'est les complicités internes en fait qui nous fatiguent aujourd'hui. Il y a tellement de complicités internes. Ça c'est un. Et deuxièmement, le chef de l'État a fait allusion à lui-même son propre engagement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le chef de l'État a pensé que, à son temps, que, en fait, tout le monde était ou avait les mêmes engagements et la même détermination que lui quand il faisait cette déclaration. Alors donc, il s'est dit, peut-être que aujourd'hui, avec justement l'engagement que lui, il a, avec une synergie d'action, on pourrait effectivement éradiquer ces phénomènes terroristes hors, en fait, de nos territoires. Mais c'était sans compter justement avec les complicités internes et ceux-là même aujourd'hui qui veulent en fait défaire le MPSR 2. C'est pour vous dire quoi? Vous savez, on ne peut pas parler de souveraineté lorsqu'on n'a pas une armée puissante. Ce n'est pas du tout possible. La souveraineté, c'est quoi? Quand vous prenez l'exemple sur les États-Unis ou la Russie, mais prenons l'exemple sur la guerre en Russie aujourd'hui.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait aujourd'hui la faute de la Russie? C'est son armement. C'est son armement. Alors aujourd'hui, il nous faut avoir une armée forte, une armée puissante, avec du matériel. Et je crois que c'est ce à quoi, justement, les jeunes capitaines qui ont pris le pouvoir se sont attelés à un certain moment donné. Mais pour vous dire quelque chose, vous savez, aujourd'hui, il faut reconnaître que sur le terrain, la ligne bouge de manière favorable. Et moi, je suis sûr, moi, vous avez parlé en fait du verre à moitié plein ou pas du tout plein, mais moi je dirais que le verre est plus qu'à moitié plein. Si, aujourd'hui, tous les Burkinabés s'engagent à aider justement les forces de défense et de sécurité, les VDP, à combattre ce phénomène terroriste, je vous assure qu'on ne fera pas 3 mois dans ces combats. Alors dites-nous, Issaka, justement, puisqu'on a l'opportunité de vous avoir sur ce plateau, vous étiez déployé dans quelle localité? J'étais déployé en tant que VDP. J'ai été d'abord, j'avais ma base. Est-ce que vous pensez, bon, je crois que non, souvent c'est des secrets qu'il ne faut pas dévoiler sur, en fait, les plateaux. Mais on veut savoir tout de même. Non, mais tout ce qui est sur, non, en fait, vous savez, nous sommes toujours... La région, voilà. Non, la région, non, oui, j'étais, en fait, j'ai fait la Nyanya, voilà, voilà, donc vous voyez, Boulsa et autres, toute cette région, j'ai fait toute cette région. Vous voyez, donc nous avons, en fait, nous sommes allés à l'offensive. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, parce que vous voyez, la lutte aujourd'hui... Vous étiez vraiment... à l'offensive. Mais à l'offensive, bien sûr, parce que, en fait, mais je vous prends un exemple. Quand on parle de Koumbri, mais vous savez, c'est pourquoi je dis, il faut faire souvent le terrain pour comprendre ce qui se passe réellement avant de faire certaines allégations. Mais tant qu'on ne part pas sur le terrain, pour comprendre certaines choses, on fait des analyses voilà, qui n'aident pas, en fait, justement, les forces combattantes. Mais Koumbri, qu'est-ce qui s'est passé à Koumbri? Sachez d'abord une chose, on ne peut pas faire une guerre sans perdre des hommes. Ça, ce n'est pas du tout possible. Ce n'est pas un jeu de salon. Une guerre, c'est une guerre. Une guerre, c'est à balles réelles. On tire avec des balles réelles. Vous avez des ennemis cachés qui vont vous tirer là-dessus. Alors donc, il faut faire très attention. Mais il y a de cela quelques mois, le CISAC déplorait justement ce nombre élevé de personnes... de pertes en vies humaines enregistrées dans le cadre de la lutte bien sûr, madame, mais bien sûr, nous l'avons fait et nous n'avons pas. C'est pas seulement sous le capitaine Ibrahim Traoré que nous l'avons fait. Nous avons commencé à le faire sous le président Roch-Marc Christian Kaboré. Et je peux aussi vous dire certaines choses. Nous l'avons dit. Mais c'était la guerre. Mais il y avait en fait de la complaisance dans la guerre en ce moment. Je vous le dis et je l'assume. Je le dis et je l'assume. Il y avait de la complaisance dans la guerre en ce moment. Les jeunes capitaines, quand ils ont pris le pouvoir, ils ont en fait mis la complaisance de côté et aujourd'hui, c'est l'affrontement. C'est pourquoi justement, aujourd'hui, nous partons à l'offensive. Et je vous parlais de Koumbri. Koumbri, c'est la gueule du loup, comme on le dit communément dans l'armée. Les militaires et les VDP savaient que c'est une zone rouge. C'est une zone, depuis sous le président Roch-Marc Christian Kaboré, qui avait été retirée par les terroristes. Il n'y avait pas nos forces de défense et de sécurité. On y a envoyé un détachement, tout en sachant que c'était une zone infestée par les terroristes. Mais est-ce que vous pensez que, tout en ayant ces données-là, vous croyez que c'est de l'amusement? Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Koumbri, est-ce pour autant que nous avons perdu des hommes? Est-ce pour autant que nos forces de défense et de sécurité ont quitté Koumbri? Ils ont renforcé le dispositif qui est à Koumbri et nous sommes en train de récupérer, de chasser les terroristes hors en fait de toutes ces zones qui avaient été infestées. Il y a beaucoup de zones que je peux vous citer aujourd'hui. Alors on va évoluer, on parle toujours sécurité. Évariste Meda a évoqué ce point positif qui a été annoncé par la ministre en charge de la solidarité, le retour de plus de 190 PDI dans leurs localités respectives. Il y a même une initiative qui a été lancée au cours de la semaine, celui des 1000 métiers à tisser au profit des femmes déplacées internes. Alors, pour revenir à cette annonce qui a été favorablement accueillie, en tout cas au sein de l'opinion, bien que les localités n'ont pas été citées, sans doute pour des raisons de sécurité. Comment est-ce que Dianda a accueilli cette nouvelle-là? Très naturellement, avec beaucoup d'espoir. Pas de satisfaction, mais beaucoup d'espoir. Parce que quand on a dénombré plus de 2 millions de personnes déplacées internes
et que pour une des rares fois, on entend qu'il y a un retour effectif et qu'on n'est même pas venu à donner un nombre, c'est avec beaucoup d'espoir et d'espérance. C'est-à-dire qu'il y a véritablement un travail qui est fait et les résultats que nous avons entendus à travers cette annonce ne sont que le début de cette espérance que mon frère, M. Daogo, le disait tout de suite. Ce qu'il faut surtout souligner, c'est une dynamique qui a été enclenchée. Je crois que c'est ce problème que beaucoup de nos compatriotes n'arrivent pas à cerner. Vous ne pouvez pas commencer cette réorganisation, ce réarmement, ce maillage il y a un an, avec l'ampleur que l'on sait du phénomène terroriste, et 12 mois après, véritablement garantir toute la sécurité. Soyons réalistes. M. Daogo l'a dit tout de suite, quand le capitaine Ibé le disait au début de son accession au pouvoir, c'était véritablement avec la certitude que tous les Burkinabés sont prêts pour restaurer les territoires. Aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'être dans les secrets des lieux pour voir plus ou moins, je ne vais pas dire certaines trahisons, mais certaines personnes qui visiblement se contentent, sinon sourissent, du fait que nous n'ayons pas pu faire plus de résultats que nous avons aujourd'hui. Donc, moi je voudrais surtout qu'on retienne que c'est une dynamique et telle qu'elle, il y a une marche à suivre. Quand vous lancez pour une destination donnée, d'un point A à un point B, naturellement, il y a d'abord une distance à parcourir, il y a tous les aléas du direct, comme on le dit souvent à la télé, il y a des obstacles, dont certains sont prévisibles, dont d'autres surviennent, et c'est avec tout ça qu'il faut faire avec. Moi, je voudrais simplement que ce soit ceux qui ont déjà exprimé leur soutien au régime IB, que ce soit ceux qui ont encore toujours des réticences. C'est humain, c'est normal, mais avoir de la réticence, c'est différent de se comporter en opposant, même pas en opposant, en ennemi. Parce que lorsque vous composez avec certaines forces du mal, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur, vous n'êtes plus simplement un opposant pour rester dans la République. Vous devenez un ennemi. Et ce sont ces genres de choses qu'il faut surtout éviter. Quand on comprend la dynamique, naturellement, on arrive simplement à faire des propositions, à faire des critiques, comme le président lui-même l'a dit, pour que nous restions ensemble dans ce que le général Temoko Magango l'a dit dans ses mémoires, et toujours agir. Et c'est cette dynamique-là qui est portée, qu'il faut surtout saluer et encourager. Naturellement, il peut y avoir des erreurs d'approche, il peut y avoir des manquements, mais cela ne devrait pas constituer un obstacle à la dynamique globale dans laquelle le MPSR est en train de porter le peuple burkinabé. Alors, dans cette dynamique évariste, tantôt vous avez parlé des entraves à l'atteinte des objectifs fixés par les autorités de la transition dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Est-ce que vous considérez justement ces tentatives de déstabilisation de la transition comme étant des obstacles, comme l'a si bien évoqué Isaka Ouedraogo? Certes que les tentatives de déstabilisation peuvent porter un coup à l'atteinte des objectifs, mais je ne pense pas qu'on saurait expliquer la non-atteinte des objectifs dans le délai fixé par la transition, par les velléités de déstabilisation. Et je m'explique. Il y a un atout, et le MPSR2 a un atout incontesté, incontestable, qui est une population toujours présente qui la soutient. Les derniers événements, les dernières velléités de déstabilisation l'ont prouvé à profusion. Donc, avec cette présence, ce soutien notoire dans les rues, je pense que la transition elle-même est consciente que sa force réside sur plutôt cette population. Alors, elle doit être sereine pour travailler. Et moi, je pense, et je n'invente pas, les raisons de la non-atteinte des résultats se trouvent dans le discours du président Ibé,
qui lui-même l'a dit. Alors, quand il faisait le coup d'État, il pensait que, voilà, il y avait les magasins étaient remplis d'armes, de munitions, et qu'on refusait de leur donner. C'est lui qui l'a dit, hein, je n'invente rien. Alors, quand il est arrivé, il a constaté, bien sûr, avec amertume, que, voilà, il n'y avait pas d'équipement nécessaire. Lui-même, il a donné des chiffres, il dit, il n'y avait même pas 200 Kalachnikov en réserve. Voilà. Donc, pour dire que le problème, il est autre que les velléités de déstabilisation. Donc pour dire que au moment même de la prise de pouvoir et au moment même de la déclaration, sûrement le capitaine n'avait pas la mesure de la mesure. Et ça, il faut le dire, son discours le dit. Par son discours, on comprend qu'il n'avait pas la mesure de la mesure. Et ayant pris le pouvoir, ayant constaté les difficultés objectives, les réalités plutôt objectives, réelles, il s'est rendu compte que, les choses n'étaient pas comme je le pensais. Et c'est de là, sûrement, que la stratégie que nous connaissons est mise en œuvre pour un peu renforcer l'équipement, renforcer les différentes réformes au sein de l'armée, pour un peu, renforcer le maillage territorial. Voilà. Donc, pour moi, et pour ne pas être très long, les velléités de déstabilisation ne sauraient expliquer la non-atteinte des résultats selon l'échéancier fixé par le président Ibé lui-même. Alors, on reste toujours dans le cas de la sécurité, toujours avec vous, Évariste. On parle de ces questions d'enlèvement, tout azimut, qui inquiètent plus d'un, et sans qu'aucune réaction officielle n'ait été rendue publique. Alors, le président, pour le paraphraser, il n'aura plus de sentiments pour les valets locaux des impérialistes. Est-ce qu'on peut inscrire cette phrase dans ce contexte-là? Est-ce qu'il y a un lien? Alors, peut-être le président, selon la perception du président lui-même, il inscrit cette phrase dans cette perspective. Toutefois, lui-même, son discours vient quelque peu contredire un peu la suite du discours sur la question de la justice. Sur la question de la justice. Alors le président lui-même a dit, en substance, alors le système carcéral au Burkina, le système judiciaire est à refonder parce que les prisons ne résolvent pas le problème. On doit seulement emprisonner, c'est lui-même qui l'a dit, les gens que lorsqu'ils ont tué, n'est-ce pas? Donc, pour remettre en cause un peu le système judiciaire. Mais comment on peut estimer qu'il n'est pas opportun de quelqu'un qui a volé, de l'emprisonner, mais un citoyen qui a opiné qu'on puisse l'enlever de manière, je me garde de qualifier cela, ça pose un problème. Moi, je pense que ces enlèvements tout azimut posent un réel problème. Un réel problème qui, il faut le dire, entache la gouvernance du MPSR2. La critique, d'ailleurs, c'est ce qu'on attend, il n'est pas rare d'entendre des aberrations du genre critique constructive. La vocation d'une critique n'est pas de construire. La critique, c'est de relever les éléments de dysfonctionnement. Et quand on dit, excusez-moi, un tel, voilà, votre manière de vous habiller n'est pas bien, mais dans cette critique, il y a la solution. Ça veut dire, habille-toi autrement. Je ne sais pas par quelle gymnastique au Burkina on devient hermétique à la critique. Et je pense, j'ai la faiblesse de penser que ceux-là qui applaudissent tout azimut, toutes les actions du MPSR2 sont ceux-là qui sont le plus le soutien au MPSR2. Et j'ai la faiblesse de penser, ceux-là qui relèvent quand il le faut, les éléments, selon leur perception, qui ne tournent pas rond, soit des ennemis de la nation, et soit pour emprunter le vocable en vogue des apatrides. Il faut que, non, c'est un point très important. Alors, je pense que c'est un élément, il n'est pas tard pour le corriger. Le MPSR2 doit travailler à réunir tous les Burkinabés, tous les fils du pays, pour l'atteinte des objectifs. En tant que manager,
ce serait un aveu d'échec de considérer quelqu'un qui est sous ma coupe comme un il est anti ma personne. On ne peut pas, mais ça veut dire si je le dis et je croise les bras, je suis un mauvais manager. Alors, le manager que je suis, j'ai tous les outils, j'ai tous les moyens pour amener le monsieur. On ne l'a pas dit de m'aimer, mais l'amener à travailler pour moi. C'est ça un peu l'ingénierie sociale qu'on devrait développer. On parle de sécurité avec ces questions d'enlèvement, tout azimut qui inquiète, comme je le disais si bien. Est-ce que vous vous offusquez du fait que la justice ne s'est pas autosaisie de cette question? Est-ce que le silence, que ce soit des autorités politiques ou même des autorités judiciaires, est-ce que ce silence, il est concevable? Le silence de la justice n'est pas récente. Moi, j'ai été arrêté, la justice ne s'est pas autosaisie. Et encore, maintenant, on peut parler en fait... Mais vous-même, vous ne vous offusquez pas de cela, puisque vous dites que vous avez eu la chance d'être enrôlé. Je ne m'offusque pas du tout. Je ne m'offusque pas du tout. Parce que vous savez, lorsque j'ai été arrêté, après la conférence de presse, c'est vrai, la manière de l'arrêt m'a touché, m'a fait mal. Parce que je trouvais que je n'aurais pas dû être arrêté de la sorte. Suite à une opinion. Une opinion. Ça, là, je rejoins Évariste. Je suis parfaitement d'accord. On ne doit pas arrêter quelqu'un pour son opinion. Et je pense que quand on donne une opinion, c'est pour aussi amener les dirigeants à prendre en compte certaines critiques et à se corriger. Ok. Voilà, la critique, elle n'est pas obligatoirement mauvaise. Hein. Ça permet aux uns et aux autres, en fait, de revoir leurs copies et de les corriger. Mais écoutez, lorsque la loi n'était pas votée en ce moment, la loi n'était pas votée en ce moment, mais malgré que la loi n'avait pas été votée, lorsque je suis arrivé sur le terrain, je me suis dit, écoute, tu es un leader d'opinion, tu es un homme politique, tu dois t'assumer. C'est ça aussi la responsabilité. Et je l'ai dit sur des plateaux, je l'ai dit au camp, je l'ai dit au front, j'ai dit, autant nous avons la gueule de gueuler sur les plateaux, autant aussi nous sommes prêts à défendre notre pays lorsqu'on nous prend pour des devoirs patriotiques. Je n'ai pas à pleurnicher parce qu'on m'a pris hors la loi pour m'amener au front. C'est pour un but bien précis et ce but c'est quoi? C'est défendre mon pays et je m'en réjouis. Mais maintenant, je suis parfaitement d'accord que ça ne doit pas être un mode opératoire. Parce que ça n'honore pas le régime, ça n'honore pas la transition. La loi étant votée, la loi de la mobilisation générale étant votée, je pense que les gouvernants peuvent passer par des réquisitions comme cela fut le cas avec le chose Aruna Louré. Tout citoyen burkinabé aujourd'hui doit être apte et prêt à défendre son pays. Avec la situation que nous vivons aujourd'hui, on n'a pas besoin, par exemple, de dire que non, tel Burkinabé ne doit pas aller au front. C'est des enfants d'autres personnes qui sont au front. Les militaires qui sont au front, c'est des enfants des gens. Ce n'est pas des gens qui sont tombés du ciel. C'est nos frères, c'est nos sœurs qui y sont. Donc nous pouvons les appuyer aussi avec des haines. Voilà. Aux enlèvements, à l'heure actuelle, moi, je pense, jusqu'à preuve du contraire, que tous les enlèvements se font sur, en fait, les règles qui ont été régies par l'Assemblée nationale, à savoir la mobilisation générale. Une loi a été votée. Et je pense que c'est sous le couvert de cette loi qu'aujourd'hui, moi, peut-être que je ne dirais pas enlèvement dans la mesure où la loi a été votée, la loi est exécutée. Je dirais que des gens sont recensés actuellement, peut-être sous le couvert en fait de cette loi. Donc, ça ne rend plus aujourd'hui un caractère illégal à la chose. Est-ce qu'il n'y a pas une confusion? Parce que selon les infos qui viennent, ce sont des personnes souvent cagoulées, armées. Il ne s'agit pas d'envoyer une note de réquisition. Par exemple, comme qui? Par exemple, ces derniers temps, qui a été pris comme ça? Alors, on a des informations qui font cas du jeune homme d'affaires Kambou, merci, Anselme Kambou, qui a été enlevé. Plus d'une semaine, sa famille a fait un communiqué. Jusque-là, aucune information.
Mais oui, mais... Et le CDP même a également produit un communiqué qui fait cas de l'enlèvement de quelques militants. D'accord, ok, mais bon, en fait, vous savez, là, il faut que on interpelle les autorités actuelles à faire la lumière sur, en fait, ces personnes aujourd'hui qui sont disparues et dont on n'a pas, en tout cas, connaissance de leur destination. Il faut qu'ensemble, nous interpellions, en tout cas, les autorités à éclaircir ces situations. C'est des situations déplorables et ça ne doit pas se passer comme ça dans un pays voilà, civilisé. Alors Dianda, votre avis sur cette question? Oui, n'ayons pas peur du mot. Un enlèvement dans une république, dans un pays, fut-il en crise, ça pose forcément un problème de droit à la vie. Maintenant, à titre personnel, moi je me garderais déjà de conclure à ce que ce soit des enlèvements opérés par des forces de sécurité publique. Ça, c'est ou des réquisitions. Un pas qu'il ne faut pas vite franchir. Il faut attendre de voir. Certainement que, et j'espère bien, la lumière va se faire très rapidement. Le temps donc on retrouve ces personnes saines et sauves. Et si elles doivent répondre devant les tribunaux et autres, que cela se passe dans les règles de l'art. Mais plus généralement, moi je voudrais un peu revenir sur l'expression critique constructive de mon frère. Mais là, vous savez, il y a la République sous sa forme moderne, mais il y a aussi nos valeurs. Moi, je sais que, et c'est presque la même chose dans toutes les ethnies, on dit que vous pouvez avoir raison, mais votre manière de vous exprimer vous fait perdre la raison. C'est ça. Le président l'a dit dans son bilan. Nous respectons les gens, il faut que les gens nous respectent. Moi, je pense que, comme l'émérite journaliste Norbert Zongo le disait à l'époque, lui parle de Blaise Compaoré parce que c'est Blaise Compaoré qui a le destin du pays en main. Sinon, s'il était un cotonculteur à Zignaré, il n'a pas ce temps. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parle au chef de l'État, il y a quand même un minimum d'égards qu'il faut avoir. Parce que autant que nous sommes, nous aimons qu'on nous respecte. Et moi, je pense que dans le cas d'espèce, c'est le système que nous critiquons, pas les individus. Mais lorsque vous débordez du système à la personne, ça devient des questions d'ego. On me dira toujours qu'un chef d'État, il doit aller au-delà. D'accord. On parle du système. Mais quand on déconstruit un système, si tant est qu'on est vraiment pour son pays, en lieu et place, sinon à la suite, on propose des solutions. Moi, personnellement, c'est comme ça que je vois, ou j'aperçois le concept de critique constructive. Parce que dès qu'on me tombe dessus, on me détruit totalement, souvent même avec des informations erronées, ben, on ne me laisse pas le choix que de me défendre. Ça aussi, c'est une réalité qu'il faut avoir. Merci, bien noté. On va poursuivre dans le débat. Dans cette question de lutte contre le terrorisme, il y a également le front engagé contre l'impérialisme, en l'occurrence la France. On a tous vu la rupture avec la France qui s'est faite de manière graduelle, mais sûrement. Il y a eu le départ des coopérants militaires, il y a eu les questions de dénonciation d'accords, le départ de l'ambassadeur qui jusque-là n'a pas été officiellement remplacé. Alors, je reviens à vous, Issaka, à la quête de la souveraineté sur ce plan de la lutte contre l'impérialisme. Est-ce qu'elle est en marche, cette quête-là, au Burkina? Je crois qu'elle est plus qu'en marche. Elle est plus qu'en marche au vu justement de toutes les décisions qui ont été prises par le gouvernement de transition. Je crois que nous sommes aujourd'hui plus qu'engagés dans la lutte contre l'impérialisme. Et l'impérialisme, c'est qui? L'impérialisme, c'est celui-là même, en fait, qui nous empêche d'avoir notre souveraineté. Parce que rien qu'à rompre les accords militaires avec la France déjà, je pense que ça a été quelque chose de très positif pour nous dans la lutte contre le terrorisme. Parce que souvenez-vous que la France étant au Burkina Faso, comme l'a si bien dit aussi les autorités de la transition, et c'est pas seulement les autorités de la transition burkinabé, même les autorités de la transition malienne ou nigérienne, en fait l'ont dit, c'est-à-dire avec des années de présence en fait des forces françaises sur nos territoires,
nous avons eu plus de pertes qu'avec, bien sûr, ces quelques mois où nos forces, locales se sont engagées à lutter contre le terrorisme. Alors je pense qu'il y a aussi un certain nombre, il y a beaucoup d'accords qui ont été dénoncés par le gouvernement de la transition, et il faut aussi que nous ayons le courage en fait de nous dire qu'il faut que nous-mêmes nous travaillons à avoir notre souveraineté, nous travaillons à nous départir en fait de l'impérialisme. Quand je regarde par exemple aujourd'hui, je vous donne un exemple. Aujourd'hui par exemple on parle du Faso d'Anfani, du port du Faso d'Anfani dans nos établissements. Alors moi je ne peux pas comprendre que on porte le Faso d'Anfani aujourd'hui pour aller dans nos établissements, ce qui est justement qui fait la fierté de notre culture, mais aller apprendre l'histoire de Napoléon ou en fait de la Révolution française. Ça ne va pas du tout. Il y a une contradiction. Donc à ce niveau, justement, il faut que, au niveau de l'administration, il y ait une cohérence en fait dans les déclarations. Et là, ça piétine parce qu'on ne peut pas être cohérent en disant que nous chassons l'impérialisme de nos habitudes. Et aujourd'hui, nous sommes là en train de travailler encore pour l'impérialisme. Je prends un autre cas encore. Quand vous prenez la culture, par exemple, du coton, mais la culture du coton, qu'est-ce que ça apporte à notre société? La culture du coton, la culture du café, par exemple, comme en Côte d'Ivoire, en fait, c'est un travail qui est fait pour l'impérialisme. Donc, il faut qu'on arrive aujourd'hui à nous départir justement de tout ce que nous devons faire pour apporter un plus justement au gain de l'impérialisme et penser à travailler, à asseoir en tout cas une synergie qui puisse amener nos différents pays à s'autosuffire et à se prendre en charge. Évariste Meda. Alors moi, vraiment, je ne sais pas, d'ailleurs le terme même impérialiste, j'avoue, je ne sais pas c'est quoi l'impérialisme, c'est qui l'impérialisme, ça je le dis, je ne sais pas c'est quoi l'impérialisme, je ne sais pas c'est qui l'impérialisme. Cependant, si je m'inscris dans, voilà, la signification populaire donnée au concept, je pense que je ne vais pas porter un jugement valeur sur le combat, un jugement de valeur sur le combat qui est mené vers un type d'impérialisme donné, mais je veux joindre ma voix à celle du frère qui touche des éléments assez cardinaux. L'impérialisme interne, les valeurs locaux dont le président parlait. On ne peut pas vouloir mener un combat de souveraineté pendant que le partage de la richesse, sinon la redistribution de la richesse, pose problème. Je fais allusion par exemple, quand dans un pays en guerre, dirigé par des gens qui sont venus, qui se réclament révolutionnaires, une minorité se partage sous la fallacieuse appellation de fonds communs des milliards. Voilà une forme d'impérialisme interne qu'il faut s'attaquer. Le fonds commun, un fonds d'injustice, ce combat-là, je pense que les premiers responsables du pays devraient avoir le courage pour s'attaquer frontalement à l'impérialisme interne. Deuxième chose. Pour renflouer les caisses de l'État. Pour renflouer les caisses de l'État. Surtout que les Burkinabés cotisent. On cotise, et j'en viens. On se réclame révolutionnaire. Soit, je ne porte pas le jugement de valeur, mais le révolutionnaire, on doit aller vers un modèle social. Dans un modèle social, on va prélever la richesse sur les plus riches. On est à Aura 2000 ici, regardez un peu, il y a de la richesse. Donc dans le modèle social, on recherche la richesse, on prélève la richesse chez les plus riches pour un peu au bénéfice des plus pauvres. Alors, on ne peut pas parler d'impérialisme quand notre politique fiscale esquinte les plus pauvres que nous sommes. Les mesures portent sur quoi? La bière, ce n'est pas un produit forcément de première nécessité. Le carburant, il est obligatoire. Donc voilà des éléments d'impérialisme. Or, on pourrait avoir de l'argent, et beaucoup plus d'argent, si on s'armait de plus de courage pour aller chercher l'argent qu'il faut. Prenez tous les axes de sortie de Ouagadougou. Vous allez voir des dizaines d'hectares, de vastes propriétés terriennes. C'est de l'argent que les gens un peu thésaurisent ainsi. C'est devenu de l'épargne des gens investis dans le foncier. Alors vous allez voir, ce sont les mêmes personnes qui se retrouvent avec un nombre important de parcelles.
Le combat contre l'impérialisme commence par avoir un fichier numérisé, un fichier unique du foncier et d'appliquer sur la propriété foncière avec toute la rigueur. Je vous avoue que si ce que l'augmentation du prix de la bière et du carburant a apporté en un mois, en allant chercher l'argent de cette manière, on pourra avoir peut-être 10 fois plus. Pour dire que, pour moi, le problème de ce pays-là, il est endogène, il est interne, et il faut que nos dirigeants, je les invite à plus de courage pour s'attaquer aux vrais problèmes. D'accord, mais je reste toujours avec vous. La Russie, un partenaire, un nouveau partenaire, pas un nouveau partenaire, mais un partenariat renforcé et redynamisé pour qu'il soit gagnant-gagnant au profit des deux nations. Est-ce que vous y croyez? Je pense que augmenter, n'est-ce pas, se faire de nouveaux alliés, ce n'est jamais mauvais. Et vivement, c'est un souhait, vivement que de ce partenariat avec la Russie, vraiment on puisse aller vers des choses pour le bien-être du Burkina et des Burkinabés. En tout cas, c'est un souhait. Alors, je reviens à vous, Dianda. On parle économie sous le MPSR 2, une question très importante parce qu'au-delà de la sécurité, de la politique, il y a la question de l'économie, comment se porte le Burkina sur le plan économique. C'est vrai que vous n'êtes pas spécialiste de la question, mais selon ce que vous voyez, comment est-ce que le Burkina va? Je crois, encore une fois, il ne faut pas avoir peur de mots. Quand une réalité s'impose, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que, économiquement, les acteurs majeurs le disent au quotidien, dans les médias, un peu partout. Rien ne va. C'est clair que, je ne sais pas s'il faut dire rien ne va, mais en tout cas, il y a une certaine morosité économique liée même à l'insécurité, liée même au fait que dans certaines zones, on ne peut plus y aller, donc on ne peut plus importer, vendre, commercer, ainsi de suite. Et puis, parallèlement, il y a les taxes. Donc, l'un dans l'autre, il y a un manque à gagner au niveau des acteurs économiques. Et comme on le dirait, comme un ami au kiosque, ça se ressent au quotidien, tout simplement. Mais en même temps, il faut aussi avouer qu'il y a une certaine résilience qui se constate. Parce que malgré cette morosité, malgré ces difficultés, nos acteurs économiques parviennent quand même à importer, on va dire, sinon à alimenter les différentes villes. Encore aujourd'hui sur le marché, on arrive quand même à avoir de quoi s'alimenter, ainsi de suite. Donc, nécessairement, comme on le dit couramment, à situation exceptionnelle, naturellement, activité financière, économique exceptionnelle. Donc, je crois qu'il faut lier les deux facteurs pour ne pas véritablement tomber dans une sorte de désespérance qui n'arrange rien du tout. Ceci étant, pour tomber sur le système de taxation, c'est vrai, je vous l'avais dit, je ne suis pas spécialiste en économie, mais pour avoir suivi une certaine actualité bien avant même les MPSR 1, encore moins le 2, sur les taxes foncières par exemple. Je crois que la loi de finances 2018 ou 2019 en a tenu compte. Et aujourd'hui, ne serait-ce que le vendredi à côté, moi je suis allé pour payer des taxes de résidence. Et il y a, quand on vous donne la fiche, ce qu'on appelle le quitus fiscal, il y a un certain nombre de taxes, dont la taxe foncière. Et il y a même ce qu'on appelle contribution foncière. Ensuite, parlant de l'informatisation du fichier sur le foncier, c'est une réalité aujourd'hui. Ça a été fait. Ça a commencé devant moi quand j'étais dans une autre vie au ministère de l'Urbanisme. Ça a été un des axes majeurs. Et je crois même que la presse a couvert la remise des fichiers officiellement au ministre de l'économie de l'époque. Donc c'est pour vous dire que certainement Bédard, il l'a bien vu.
La numérisation, mais le fichier unique, il n'existe pas. Il n'y a pas de fichier unique. J'en viens. C'est un processus en fait. Il n'y a pas de fichier unique. J'en viens. Ce qui a été fait, c'est tout ce qu'il y a comme domaine ou parcelle sur tout le territoire national. Donc c'est un processus qui est lancé. C'est une première étape qui est franchie. Et c'est clair qu'à terme, on va avoir le contrôle de tout ce qu'il y a comme foncier. Et naturellement, et tout ce que la loi des finances, ou en tout cas ce que les financiers aiment appeler taxation, c'est sûr que ça va être appliqué. 2018 à 2023, ça fait quand même 5 ans. Mais si vous ajoutez l'instabilité institutionnelle, ça peut s'expliquer. Bon, dans tous les cas, je n'explique pas, je ne justifie pas, j'explique. Voilà. Ensuite, comme vous l'avez dit, personnellement, je ne crois pas que pour les carburants, il s'agit d'une taxe supplémentaire. Pour moi, il s'agit d'un ajustement lié au prix à l'international et aux difficultés de la Sonabi. Par contre, les autres, ça, ce sont des taxes, il l'a si bien dit, la téléphonie, les boissons, les parfums, il a dit, ce ne sont pas des produits nécessairement utiles pour tout le monde. Et pour boire même 2 bières aujourd'hui, il faut déjà relever d'une certaine classe moyenne. Donc, j'estime que les produits qu'on a acceptés pour la taxation, ça soulage un temps soit peu, en tout cas une certaine classe, je ne vais pas dire pauvre, mais en tout cas qui a des difficultés pour survivre. Et encore une fois, le président lui-même l'a dit, pour les entreprises, jusque-là, ça n'a pas été touché. Ce qu'on a mis, c'est même pas les consommateurs, c'est le peuple burkinabé qui, à travers ces entreprises, contribue à l'effort de guerre. Mais sur la question du fonds commun, est-ce que vous êtes d'avis avec lui? Oui. On doit aboutir à sa suppression? Moi, je ne serai pas pour la suppression. Je serai pour un ajustement qui fasse en sorte que les montants alloués, on les regarde à la baisse, on les voit à la baisse. Parce que, vous savez, lorsqu'on travaille, on manipule les espèces sonnantes au quotidien. Lorsqu'on s'active, surtout actuellement, où nous avons besoin de mobiliser plus de recettes, d'élargir ce qu'ils appellent l'assiette fiscale, il y a lieu qu'on ait un minimum de motivation pour les personnels qui sont en charge. Naturellement, on me dira que tous les Burkinabés contribuent, c'est vrai, mais il y a quand même des spécificités en fonction des métiers. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, on ne peut pas considérer un FDS, un VDP, un agent des eaux et forêts, un GSP, ainsi de suite, la police municipale, police nationale. Aujourd'hui, du fait du contexte sécuritaire, quoi qu'on dise, ce sont des métiers spécifiques qui méritent un traitement spécifique. Moi, je crois qu'il faut en tenir compte. Et surtout, comme un ami me l'a dit avant-hier, il ne faut pas ouvrir tous les fronts à la fois. Je pense que cela peut être inscrit dans une perspective et il faut aller doucement. Et surtout que Médal lui-même l'a dit, il faut travailler à mettre tous les Burkinabés autour de l'intérêt général. On est d'accord. Encore une fois, soyons humains. Nul n'est mobilisable en dehors de ses intérêts. Donc, comme les syndicalistes le disent, un acquis, c'est un acquis. Donc, si vous voulez revenir sur cet acquis, il y a tout un mécanisme qu'il faut mettre en place. Mais je suis d'accord qu'on revoie les montants à la baisse, parce que quand on prend individuellement, on ne se rend pas compte de l'impact. Mais quand on vous donne le montant global annuel, ce sont des milliards. Et ça, effectivement, comme nous sommes dans un contexte particulier, je crois qu'eux aussi peuvent, d'une manière ou d'une autre, lâcher du lest pour que le pays fonctionne davantage mieux et puisse surtout faire face aux impératifs sécuritaires. Alors, Issaka Ouedraogo, comment vont vos activités, puisqu'on parle économie? Les activités, c'est à l'image des activités de tous les Burkinabés. Et avec l'insécurité, les choses ne bougent pas, ça il faut se dire aussi, les choses ne bougent pas. Et quand vous prenez par exemple les opérateurs économiques, que ce soit les grands opérateurs économiques, le secteur informel à tous les niveaux. Déjà rassurez-nous, vous n'êtes pas entrepreneur politique? Non, je suis non seulement entrepreneur politique et entrepreneur financier. Je suis les deux. Voilà, donc je suis les deux parce que voilà, donc j'ai une entreprise, voilà, je gère une entreprise, donc voilà, je suis les deux. Alors donc bien sûr que l'impact s'est fait sentir et rien qu'à aujourd'hui, il faut se dire qu'avec la crise sécuritaire, en tout cas, il y a
tellement de choses qui ne peuvent plus se faire. Regardez par exemple, je vous donne un exemple. Quand vous prenez par exemple, je prends un village comme Zéradérin. Zéradérin, c'est un peu chose dans la zone verte, c'est là, voilà. Donc quand vous prenez une zone comme Zéradérin, nous avons été là-bas, nous avons patrouillé jusqu'à Zéradérin. Nous sommes allés trouver que il y a les commerçants, les plus grands commerçants des Zéradérin, ce sont les terroristes sont allés casser leurs magasins et ramasser tout leur matériel. Alors, c'est ces zones-là qui viennent chaque fois se ravitailler auprès des grands commerçants dans les villes et pour en fait aller ravitailler les villages. Il n'y a pas seulement que Zéradérin. Quand vous prenez par exemple une zone comme Boala, Zéradérin et autour, il y a plein de villages comme ça. Hein? Donc ça se sent justement sur le marché. Ça se sent sur le marché parce que rien ne sort. Et vous avez aujourd'hui les plus grands opérateurs économiques qui aujourd'hui ont des difficultés pour exécuter les marchés à cause justement de l'insécurité. Parce que vous prenez un chantier, comme que ce soit un entrepreneur ou un entrepreneur de bâtiment ou voilà, ceux qui font les entrepreneurs et qui font les routes et autres. Mais aujourd'hui, avec l'insécurité, vous ne pouvez pas travailler. Vous êtes bloqué. Et en ce moment, vous avez des employés à payer. Vous avez des charges. Comment vous allez faire justement pour compenser en fait ces manques? Donc, vivement que la sécurité revienne afin que les activités puissent bien reprendre. Comme l'a si bien dit mon frère, aujourd'hui, il y a la résilience aux choses chaudes, en tout cas la plupart des Burkinabés. Et cette résilience, justement, il faut féliciter bien sûr cette résilience en fait du peuple burkinabé et qu'ensemble nous puissions travailler en tout cas pour ramener le plus rapidement possible la sécurité dans notre pays. Et seule en fait solution aujourd'hui et pour pallier justement à ces problèmes qui minent aujourd'hui le domaine en fait le domaine commercial dans notre pays. Alors, nous allons nous limiter à cela. Il y avait plusieurs autres sujets à aborder, mais le temps était assez court. On aura l'occasion pour revenir sur plusieurs aspects de la vie de la nation au cours d'autres émissions. Il y avait la question de justice qu'il fallait évoquer, la question d'éducation, mais aussi la question sanitaire. Beaucoup de points que nous allons évoquer au cours d'autres numéros du 100% Info. Je vous dis merci. Merci à Évariste Meda, merci à Issaka Ouedraogo et merci à Abdoulaye Dianda.